Merci, bonsoir François Fillon, ancien Premier ministre, député UMP de Paris. Merci beaucoup de répondre à nos questions. On va évoquer bien sûr votre Europe, la vision que vous avez de l'Europe, vous François Fillon. Mais ce soir, l'information, c'est aussi cette tribune que Nicolas Sarkozy publie demain dans Le Point et dans le Spiegel. Est-ce qu'elle est utile, indispensable dans le climat dans lequel on dit que l'UMP pourrait être dépassé par le Front National ? C'est toujours utile qu'un ancien président de la République qui a joué un rôle important dans l'aventure européenne récente s'exprime et exprime ses idées. Il a une expérience, il sait de quoi il parle et donc évidemment que c'est utile et ça me paraît pas mériter plus de commentaires. C'est-à-dire, vous ne trouvez pas que c'est très important? Vous considérez que c'est anecdotique? C'est utile, je trouve que c'est important. Je n'ai pas dit de vous dire que c'est anecdotique. Et en même temps, c'est pas l'événement central de la campagne. Ce qui compte aujourd'hui, c'est comment les Français vont se déterminer par rapport à l'enjeu de cette élection européenne. Est-ce qu'ils vont comprendre que l'enjeu de cette élection, c'est l'avenir d'un continent. C'est la question de savoir si on va basculer comme toutes les vieilles civilisations sur la déclin ou si on va au contraire redresser la tête. Et ça qui est au cœur du débat. Et tout ce que des hommes politiques importants qui ont une grande expérience comme Nicolas Sarkozy pourront faire pour les convaincre, c'est évidemment très positif. Alors, François Fillon, vous avez été l'adversaire de Maastricht, on s'en souvient très bien. Vous devez donc comprendre tous ces eurosceptiques qui s'expriment, certains au sein de l'UMP et certains qui sont tentés de voter Front National. Oui, d'abord je ne regrette pas du tout d'avoir été contre le traité de Maastricht. Je pensais à l'époque construire une monnaie sans mettre en place des structures politiques de contrôle de cette monnaie, de pilotage de cette monnaie, c'était une erreur. Les faits nous ont plutôt donné raison. Mais en même temps, le monde a changé. En 1957, le général de Gaulle était contre le marché commun. En 1958, il acceptait que la France y adhère parce que les événements, la politique économique qui menait l'avaient conduit à considérer que c'était plus important pour la France de faire partie de cette aventure que d'en être à l'extérieur. Et aujourd'hui, c'est la même chose. La Chine va devenir, contre toute attente, sans doute 5 ou 6 ans à l'avance, une puissance économique supérieure à celle des États-Unis. Les pays émergents représentent aujourd'hui plus de la moitié de la production industrielle du monde. Le continent asiatique est en train d'engager une trajectoire qui va l'amener à dominer l'économie mondiale. Et donc, face à cette situation, aujourd'hui, renoncer à l'euro, faire éclater ce qui a été un des symboles les plus forts de l'intégration européenne, ce serait du suicide, ce serait une sorte d'autodestruction, ce serait un contresens historique. Voilà. Alors ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des inconvénients à l'euro. Ça serait sortir de l'histoire. Oui, enfin, sortir de l'euro, ce serait en tout cas envoyer le signal que l'aventure européenne a échoué. Et que donc les nations européennes qui la composent acceptent leur sort, c'est-à-dire acceptent de devenir des nations de seconde zone qui ne maîtrisent plus leur destin. On a vu dans l'histoire des civilisations extraordinairement brillantes connaître ce sort-là. On est menacé de disparition. Bon, et là, la question peut-être pas disparaître, mais en tout cas connaître ce sort-là, c'est-à-dire devenir des filiales, des succursales, des nations de seconde zone. Et la question aujourd'hui pour l'Europe, elle se joue vraiment maintenant. Je pense que c'est dans la décennie qui vient, ou bien l'Europe réussit à redresser la tête, à s'unir au moins autour de la zone euro, autour des 18 membres de la zone euro, à adopter des règles communes, à adopter une politique monétaire, une vraie politique monétaire. Et alors on peut espérer, résister à cette guerre économique que nous livre naturellement le reste du monde, ou bien on s'incline. Et l'euro maintenant, c'est une arme de cette renaissance européenne que j'appelle de mes voeux. Vous évoquez les problèmes d'immigration ces derniers temps assez souvent. Vous dites l'excès d'immigration sur notre territoire est le résultat d'un accès trop facile aux prestations sociales. Qu'est-ce que vous voulez faire? Il faut les enlever aux immigrés. Je veux dire deux choses. D'abord, je veux dire que c'est pas l'Europe qui est responsable de l'immigration en France. Et donc c'est trop facile d'accuser l'Europe, d'expliquer qu'il suffirait de sortir de Schengen pour régler le problème de l'immigration. C'est une erreur. Mais réformer Schengen, faire un Schengen 2, comme certains, peut-être c'est dans la tribune de Nicolas Sarkozy demain d'ailleurs. De Schengen et que les États qui ne respectent pas Schengen en soient exclus, plutôt que ce soit nous qui en sortions. La deuxième chose sur les prestations sociales, il ne s'agit pas, bien entendu, que tous les étrangers qui viennent sur notre territoire ont droit à un minimum de solidarité. Quelqu'un qui vient dans notre pays
et qui veut accéder à certaines prestations sociales puisse justifier d'abord d'une situation légale, deuxièmement d'une présence suffisante sur le territoire et troisièmement d'un contrat de travail. C'est comme ça que ça se passe dans la plupart des autres pays européens. Est-ce que la liaison est bonne? Où est-ce qu'on en est? Ça marche. Alors c'est bon. Et juste un mot sur Jean-Marie Le Pen qui a dit hier que le problème d'immigration pourrait être réglé en 3 mois grâce à Monseigneur Ebola, le virus mortel. Oui, mais enfin c'est la démonstration que Jean-Marie Le Pen ne peut en rien représenter une alternative politique à cette forme de démocratie et de république que nous défendons. Il siège au Parlement européen depuis près de 30 ans et ils sont enorgueillis de n'avoir jamais participé à l'élaboration d'un texte européen. Alors, à quoi sert-il et pourquoi est-il là-bas? Voilà, ces propos sont intolérables, mais je veux dire, il ne faut surtout pas leur donner la moindre résonance parce que c'est juste ce qui se passe.